c'est fini. Oui, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, la saison 2 d'Arcane était la dernière, du côté de Fortiche et du côté de Netflix, de League of Legends, etc. Cela ne veut pas dire que tout est véritablement terminé, parce qu'on a eu des déclarations, notamment du côté de Riot, mais en tout cas, sachez que pour Arcane, la saison 2 est la saison finale. Mais on en parlera demain dans et après. Vous verrez, j'espère que cela vous plaira. On va parler de ce troisième acte de la saison 2 d'Arcane qui, comme je viens de vous le dire, est le dernier. Donc ça va nous manquer, supposément, même si Fortige, de toute manière, de son côté, prévoit quand même pas mal de choses. Et ça aussi, on en parlera dans la vidéo qui suivra donc par rapport à demain. Évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu les 3 épisodes de cet acte-là. Parce que ça pourrait vous spoiler, sachant que je vais vous montrer des vidéos, pas des vidéos, mais des photos, ou en tout cas des images des épisodes en question, et en plus dans le désordre, parce que je ne veux pas faire ça de manière chronologique, sinon autant regarder un épisode de série. Je préfère parler d'un personnage, de parler de son évolution à travers les différents épisodes, et voir ça de cette manière-là. Donc encore une fois, attention, spoiler. Ce qui est intéressant, en tout cas avec l'épisode 7, c'est qu'on marque une certaine cassure, une césure entre la fin épique que nous avions notamment par rapport au personnage d'Isha et le début de cet épisode-là. Et notamment, pas uniquement le début, mais cet épisode-là. Parce qu'il est vrai que l'épisode précédent, on avait certains personnages qui étaient, on va dire, un petit peu remontés, notamment Jace, et on ne savait pas vraiment pourquoi. Et cet épisode-là revient sur la connexion entre ce qu'il y avait, je crois, dans l'épisode de... je crois que c'était l'épisode 5 de la saison 2, où on avait donc... alors, j'ai toujours du mal à dire son nom, mais je sais que je l'ai écrit. Heimerdinger. Echo et donc Jace. Heimerdinger et Echo sont allés dans un univers et Jace dans un autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans 2 mondes qui sont diamétralement opposés. Dans un monde, on va avoir donc l'évocation de tout va bien, tout est beau, tout est mignon, et de l'autre, tout a été détruit. Et je voulais axer mon propos, en tout cas mon premier propos, sur Echo, parce que c'est un personnage que j'avais... par rapport auquel j'avais peur pour une mauvaise exploitation, parce qu'on ne l'avait pas beaucoup vu dans cette saison 2, et je l'aimais beaucoup dans l'un des actes de la saison 1, donc je m'attendais à un petit peu plus le voir, et j'avais très peur qu'en l'espace de 3 épisodes, on n'ait pas le temps de vraiment évoquer ce personnage-là, et force est de constater que ça a été fait avec brio. J'ai évidemment un petit bémol à dire par rapport à ça, c'est trop court. J'aurais aimé qu'on développe ce personnage-là sur 2-3 épisodes, un petit peu dans chaque épisode, pas sur des épisodes entiers, parce qu'on rappelle que c'est 9 épisodes, ou ce sont 9 épisodes pour une seule saison, qu'on en a 2, et qu'on a beaucoup de personnages, donc on ne peut pas véritablement trop axer notre propos sur le personnage d'Echo, que j'ai extrêmement bien apprécié. Alors sachez que il y a quelque chose d'intéressant, que ce soit sur Echo, que ce soit sur Jace, que ce soit sur Mel, que ce soit sur Jinx, Vi, tous les personnages, Caitlyn, Victor. Le maître mot de cette série, c'est évolution. Vous regardez le personnage de la saison 1 et vous regardez le personnage de la saison 2, l'évolution est telle qu'on ne les reconnaît limite même plus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une évolution qui peut paraître logique, parce que ce qui aurait pu être logique sans les différents incidents aurait été celle-ci, donc cette manière de voir les choses, et finalement, le monde qui les entourait, la société de manière générale, a fait qu'ils ont tous changé. Ils avaient tous quelque chose en eux qui a fait que pour chacun des personnages, on a évolué et on a été différents. Alors en bien ou en mal, tout dépend de votre opinion par rapport à cela, mais j'ai vraiment bien aimé. Si tu fais le comparatif entre la saison 1 et la saison 2, j'ai vraiment bien aimé la manière dont tout cela est d'une certaine manière évolutif. Echo est exceptionnel. Et cette évolution, alors on ne peut pas véritablement trop la voir de la saison 1 à la saison 2, parce qu'on ne l'a pas énormément vu. C'était pas un personnage avec une aura comme pouvait avoir par exemple le personnage de Caitlyn ou de Vi. C'est un personnage qui était un peu en retrait, qui servait à l'intrigue des personnages principaux, et notamment Powder alias Jinx, mais
c'est très intéressant de la voir maintenant avec une limite, entre guillemets, un épisode dédié, même s'il est coupé en deux, donc avec aussi le plan de Jace. On va donc avoir ce personnage-là qui va évoluer, en tout cas qui va atterrir dans un monde alternatif. Donc il y a encore une fois, au-delà du DC Universe, au-delà de Marvel Studios, au-delà de tous les autres films en live action qui peuvent en parler, donc notamment Everything Everywhere All at Once avec mon accent tout pourri, on parle du multivers. Et là, on arrive donc dans un univers où Jinx, tout va bien, où nous avons Vander qui est toujours ami avec Silco, en tout cas, déjà il est toujours en vie, et en plus de ça, bon, tout va bien, tout va très 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 bien, tous les amis d'Echo sont toujours en vie, bref, tout va pour le mieux, sauf que lui a une volonté, c'est de sauver son propre monde, parce que là, il arrive dans un monde, il a pris la place de l'Echo qui était dans ce monde-là, et il ne peut pas rester. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment un dilemme, en fait, qui n'a pas forcément trop... Enfin, il n'y a pas vraiment eu une complexité dans sa réflexion ou vraiment une longévité, parce que il s'est dit, non, ça a beau être bien, tout ce que je vis dans cet univers-là, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de sauver le mien. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup encore une fois, cette évolution qui est, pour le coup, constante. C'est-à-dire qu'il a une conviction, il a une volonté, et il ne va pas déroger à ce qu'il avait comme principe. Et ça, je trouve que, en tout cas dans cette série, c'est vraiment très bien représenté, notamment par rapport au personnage d'Echo, parce que on sent qu'il y a une relation naissante avec le personnage de Powder, tout va bien, en tout cas, on n'a pas vraiment l'impression qu'on a un monde du dessus et un monde du dessous, donc on sent que c'est le monde dans lequel il aurait voulu vivre, sauf que le monde dans lequel lui vit, il a besoin de le changer, il a besoin de l'améliorer, il a besoin de faire des choses pour ce monde-là. Et ça, c'est louable, et bravo à lui. Voilà. Sachant que dans ce monde-là, on va aussi retrouver, si je ne dis pas de bêtises, le petit Heimerdinger, qui, lui, est là depuis 3 ans, et ça aussi, j'aime bien cette notion de temporalité, le côté de la rationalité du temps. C'est-à-dire que le temps, on va dire, s'écoule d'une certaine manière totalement différente. On le voit évidemment dans Interstellar. Et pour rester, on va dire, dans un carcan très, 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 très pop culture, on va dire mainstream, c'est aussi un peu le cas dans Thor Ragnarok. On a la même scène avec Loki et Thor qui arrivent sur la planète Sakaar, si je ne dis pas de bêtises. Et Loki arrive 3 semaines avant, alors qu'ils arrivent normalement, en tout cas, ils sont propulsés au même moment dans ce monde-là. Et finalement, on va dire que la complexité du temps fait qu'il y en a un qui est là depuis 3 semaines et l'un qui vient d'arriver. Et ça, c'est un peu la même chose, notamment avec Heimerdinger, qui finit... Alors, c'est un peu complexe, mais je pense qu'on peut le comprendre comme ça, étant donné qu'il n'y a pas vraiment d'explication, de teasing ou de description qui va avec le fait qu'il puisse être toujours en vie, et notamment avec ses adieux par rapport à Echo, j'ai l'impression qu'il se sacrifie pour que Echo retourne dans son monde à lui. C'est vrai que la manière dont ça a été évoqué, ça pour le coup, j'étais un peu... tiraillé parce que je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'il fait là, Heimerdinger, il est en train de faire quoi? Il est en train de sacrifier Echo? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible, Heimerdinger, il est pas du tout dans cette optique-là, c'est quelqu'un qui va essayer d'être présent pour les différents personnages. Alors j'ai l'impression que par rapport à tout un petit discours, en fait des petits dialogues ici et là, qu'il est véritablement mort parce qu'on te rappelle son âge, on te dit qu'il est là depuis 3 ans, qu'il s'est habitué à cette vie-là, comme s'il avait vécu ce qu'il n'avait pas pu vivre dans le monde dans lequel ils étaient, et que là, il pouvait tirer un trait là-dessus, mais qu'il avait besoin de travailler très très dur pour que Echo puisse revenir dans le monde pour sauver ceux qu'ils avaient laissés sans le vouloir. Donc ça aussi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien tourné, bien écrit et bien exploité. Le fait qu'il ne soit plus là, bon, ça paraissait un peu logique, et ça fonctionne bien. Évidemment, nous avons, comme je vous l'ai dit, le petit rapprochement entre Echo et Powder, donc dans ce monde-là, que j'ai trouvé logique aussi, et c'est bien de l'avoir fait dans un univers alternatif, parce que dans l'univers que nous connaissons, même si du coup nous avons le personnage d'Echo qui est vraiment très, on va dire très proche de Jinx, d'une certaine manière, bon, Jinx, par rapport à tout ce qu'elle a vécu, n'est pas vraiment dans cette optique de vouloir avoir un attachement sentimental de plus, sachant qu'elle avait déjà Vander, qu'elle avait déjà Vi, qu'elle avait déjà Silco, évidemment, qu'elle avait déjà Isha, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pertes pour le personnage. Et donc, c'est un petit peu embêtant.
pour le personnage du coup de Powder alias Jinx. Sachant qu'on va faire une transition toute trouvée vers ce personnage-là, puisque oui, à la suite donc de cette scène où elle va perdre l'un de ses seuls piliers, même si elle retrouve un petit peu la vaille qu'elle connaissait auparavant, même si c'était pas vraiment la même, mais disons qu'elles ont toutes les deux évolué dans le bon sens. On va dans un premier temps avoir un dialogue assez intéressant sur « mais je ne savais pas que ta mère était là » en parlant à Caitlyn. Donc Caitlyn peut d'une certaine manière non pas lui pardonner, mais se dire « bon, même si elle est à l'origine de tout cela, c'est d'une certaine manière un concours de circonstances, et oui, elle ne la visait peut-être pas, et donc il y avait cette parole qui faisait possiblement écho dans sa tête, et qui a fait comprendre que, bon, après, on a laissé d'une certaine manière Vi prendre les clés, sans qu'elle puisse comprendre que c'était vraiment voulu de la part de Caitlyn. Bref, ça j'aime beaucoup parce que cette stratégie, cette façon de réfléchir qu'a Caitlyn, ce n'est pas quelque chose qui vient d'arriver, c'est quelque chose qu'elle a développé tout au long de la série, et on en vient encore à ce principe d'évolution. Mais Caitlyn, on va y revenir un petit peu plus tard, mais j'aime bien parce que ce n'est encore une fois pas quelque chose qui tombe d'un coup. C'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué, même dans l'épisode 6, si je ne dis pas de bêtises, où on avait donc une certaine, un petit complot qui s'organisait entre Jinx, pas du tout, entre Caitlyn et Vi, et où on pensait que Caitlyn était passée du mauvais côté, et finalement c'était un stratagème pour embrouiller Ambessa, je ne me souviens plus, je crois que c'est Ambessa. Oh, attendez, j'ai un trou de mémoire sur les personnages, mais bref, en tout cas, la mère de Mel. En tout cas, on a cette scène-là qui est très très forte parce que c'est un câlin voulu. Ce n'est pas comme si elle se battait une énième fois. Non, là c'est vraiment l'amour. C'est un amour, oui, familial qui se réinstaure entre les deux personnages. L'une est capable de se sacrifier pour l'autre, et ça justement on va le voir par la suite, et c'est très intéressant la manière dont, encore une fois, c'est construit. Parce que du coup, oui, dans un premier temps on va avoir ce câlin-là, et encore une fois on va avoir Caitlyn qui de son côté va faire comprendre à Vi qu'elle a tout organisé pour que Vi puisse d'une certaine manière libérer Jinx, parce que les paroles de Jinx ont résonné en elle. Et après bon, on a cette scène un petit peu un petit peu plus 18, mais bon, très mignon, ça permet de renforcer d'une certaine manière l'amour qui existe entre les deux personnages. D'un côté, on avait un bisou, enfin au début on avait de l'animosité, puis on finissait par bien s'entendre, puis il y a eu le bisou, puis de nombreux rapprochements, et là on passe à l'acte charnel dans une prison. Bon, j'imagine vraiment la tête des prisonniers qui étaient à côté, genre... Que se passe-t-il? Non, parce que moi, ça fait 18 ans que je suis là. C'est la première fois que je vois ça. D'accord. Ok, bon bah, je vais relire Le Petit Prince. Peut-être que ça s'est passé comme ça pour les prisonniers aux alentours. On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, pour moi, l'un des meilleurs personnages de cette saison 2, c'est Caitlyn. Je n'ai rien à dire sur le perso. Elle. Et il faut revenir sur ce personnage-là qui ne va cesser d'essayer de se faire un peu bien voir, de dire non mais attends, mais t'es sûr que tu veux faire ci, tu veux faire ça, tu veux faire ça. Et finalement, on comprend que ce personnage-là va finir par la trahir. Ouh là là. Parce qu'en vrai, quand on a cette scène d'amour entre Caitlyn et Vi, on se dit ouais, c'est un peu dur, parce que bon, bah Caitlyn, elle est déjà en couple. Et finalement, on a moins de scrupules, parce qu'elle est méchante, et on a compris qu'en vérité, c'était une sorte d'agent double pour le personnage d'Ambessa. Je pense qu'elle s'appelle Ambessa ou Ambera, mais je crois que c'est Ambessa. En tout cas, justement, elle va finir par mourir parce qu'elle va être sauvée par un personnage en particulier qui va finir par comprendre ses pouvoirs. Oui, Mel se développe. Mel, on comprend qu'elle est une mage, ça on le savait déjà, mais cet aspect de la rose noire, je trouve que c'est encore un peu complexe, même s'ils ont essayé dans ces 3 derniers épisodes pour le coup, de décomplexifier cet aspect-là. Je trouve qu'on a encore des inconnus. Et là où c'est un problème pour moi, d'une certaine manière, c'est que c'est la dernière saison. Il y a encore des questions qu'on peut se poser. Alors, évidemment que l'univers de League of Legends en lien avec Fortiche n'est pas terminé,
mais quand même, on peut se poser des questions par rapport à l'évolution du personnage et de savoir ce qu'il en est par rapport à ce côté des roses. Les roses noires, si je ne dis pas de bêtises. Donc elle va comprendre qu'elle a des pouvoirs extrêmement puissants, elle va finir par les utiliser, et notamment pour protéger ses alliés, que ce soit Jace, que ce soit... il y avait qui encore? Bah, il y avait Vi, enfin bref, tous les personnages qui combattaient contre Ambessa, qui finit par mourir. Aussi par rapport aux roses noires, donc ça aussi, c'est une belle finalité, et ce que j'ai bien aimé en fait dans cette fin de saison, et cette fin de série, c'est que même s'il y a des gens qui vont supposément dire oui, non, ça se finit trop bien et tout, mais en vrai, enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas une série qui se termine bien. Et c'est là aussi où j'ai envie de faire une petite parenthèse sur Netflix. En vrai, bravo. Parce que c'est rare, c'est très rare que vous donniez la chance à un projet, même s'il y a eu quand même une grosse communication et de gros retours positifs autour de la série dès la saison 1, donc on savait qu'il y allait avoir une saison 2, mais c'est un truc qui est que chez Netflix, ou en tout cas qui est surtout vérifiable du côté de Netflix, c'est que la plupart du temps, quand Netflix propose un projet, avant même de savoir si ça marche ou pas, on l'annule. Regardez Chaos, ce n'était pas mauvais, ce n'est pas incroyable non plus, mais ça a été annulé au bout d'une saison. Alors que, pour le coup, les retours critiques étaient plutôt, on va dire, satisfaisants, les gens regardaient la série, mais pour le coup, ils n'ont pas donné suite à cette série-là. Et ce qui est marrant, c'est que Arcane est l'un des seuls projets pour lesquels ils ont pris leur temps, où ils se sont arrêtés au bon moment. Alors, ce n'est pas le seul, hein. Évidemment, on va avoir notamment Stranger Things, mais la saison 5 nous permettra d'en juger, évidemment, mais le nombre de séries qui sont annulées avant même qu'on puisse savoir véritablement l'intrigue développée par les showrunners, que ce soit aussi l'inverse, avec des séries qui ont 6, 7 saisons, et tu te dis, mais ils vont aller jusqu'où là-dedans? La Casa des Papel, ou encore Elite, ou Outer Banks, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, peut-être que c'est légitime par rapport à l'intrigue de la série, mais c'est marrant parce que d'un côté, on a des séries qui ont je ne sais pas combien de saisons, et de l'autre, on a des séries qui ne se développent pas. Pour une fois, on a une série qui se développe sur 2 saisons. Alors, est-ce que la saison 2 à la base était envisagée? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il y a eu ces 2 saisons qui ont été faites et qui se terminent sans pour autant véritablement que nous puissions avoir besoin d'une suite. Alors, sur certains points, on peut se dire que j'aimerais bien savoir comment ça se passe pour tel perso, tel perso, tel perso. Donc ça laisse, on va dire, d'une certaine façon une porte ouverte, mais la fin est belle, bonne en tout cas, pour quasiment tous les personnages. Et ça, c'est très intéressant à développer, justement. Parce que, comme je vous l'ai dit, donc, il va y avoir la mère donc, de Mel qui va finir par mourir, donc un antagoniste de moins, mais en termes d'antagoniste, on a aussi le petit bonhomme le petit Victor, qui lui aussi évolue. Il évolue sous une forme, on va dire, un peu monstrueuse d'une certaine manière, un peu comme une chimère. Il est un mélange de plusieurs personnages, enfin en tout cas plusieurs créatures, et on a cet aspect encore une fois de l'évolution, ce dialogue avec le personnage de Jace. J'ai vraiment bien aimé notamment l'arc de Jace et de comprendre pourquoi est-ce qu'il vouait une haine, parce que quand on voit Victor dans l'épisode 6, on se dit mais il est super gentil Victor, pourquoi est-ce que tu fais ça? Et finalement, on capte que c'est plus complexe que ça et que évidemment qu'il a vécu des choses qu'on n'avait pas encore vues, et ça, je vous l'avais dit dans la critique précédente, donc ça, j'ai trouvé que c'était un bon élément à rajouter par rapport à l'intrigue globale, et surtout, donc comme je vous l'ai dit, il y a ce dialogue-là entre, voilà, c'est à nous de le finir ensemble, alors on ne sait pas ce qu'il en est, par exemple, pour ces 2 personnages, donc ça pourrait être assez intéressant de développer ça, mais est-ce qu'ils ont envie de le faire? Je ne sais pas, mais c'est vrai que, surtout, graphiquement, j'ai trouvé que c'était une série exceptionnelle. Alors j'entends que tout le monde ne soit pas d'accord avec moi, puisque c'est le propre à chacun d'avoir un avis totalement différent, mais visuellement, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. La musique aussi, tu sens que Fortiche, ils sont très forts pour le coup pour les clips musicaux, et ça on en avait déjà parlé, ils ont déjà travaillé avec Gorillaz et bon nombre d'autres artistes pour réaliser des clips. Pour le coup, je sais que j'ai fait la vidéo justement sur l'interview
d'Annelise Vieilledent, qui était productrice sur la série, et de Pascal Charrue, co-directeur de Fortiche, et qui, en plus de ça, eh bien, est co-réalisateur sur cette série. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question, mais c'est vrai qu'on nous avait mentionné le fait que ils avaient aussi travaillé avec Mickey 3D. Vous savez, la chanson là, il faut que tu respires. Et ben, c'était Fortiche. Enfin, en tout cas, l'un des directeurs de Fortiche avait travaillé sur ce clip-là. Et tu ressens un peu l'ADN un peu 3D, et ça fonctionne très bien. Quand tu vois l'évolution de Mickey 3D jusqu'ici, c'est fou. Et visuellement, le côté de on va mélanger un peu de l'acrylique, on va mélanger de la 2D, on va mélanger de la 3D, on va essayer de jouer un peu avec les textures, c'est tout bonnement exceptionnel. Pour moi, encore une fois, cela n'engage que moi, c'est ma sensibilité. Et même visuellement, ça a pu de temps à autre me donner des larmes aux yeux parce que je me suis dit, mais attends, mais c'est une dinguerie. Visuellement, ce qu'on nous propose, c'est une dinguerie. En tout cas, encore une fois, cela n'engage que moi. Sachant que, donc, concernant ce petit dilemme entre Victor et Jace, c'est surtout qu'on va avoir cette scène exceptionnelle, même en termes de montage, avec Echo qui va finir par lui s'affranchir du pouvoir de Victor, et qui va utiliser du coup la technologie développée avec Jinx et développée avec Heimerdinger pour revenir 3 secondes avant. Je trouve que c'est exceptionnel. Parce qu'en fait, le truc, c'est que sur ces 3 épisodes, ils ont vraiment réussi à rendre ces lettres de noblesse au personnage d'Echo, qui méritait vraiment qu'on le développe beaucoup plus. Et là, encore une fois, il m'en fallait un peu plus, mais j'ai trouvé que c'était cohérent. Mais si j'ai un défaut, oui, faites une saison à 12 épisodes, faites à la limite, ouais, allez, 4 petits actes, et on n'en parle plus. Mais bon, ils ont fait 9 comme pour la saison précédente. Et après, évidemment, on a une fin qui, pour moi, me semble assez énigmatique, parce que c'est écrit The End. On sait encore une fois que la série est terminée, mais on finit avec le côté de Jinx qui se sacrifie pour sauver le personnage de Vi. Mais on a des scènes un peu énigmatiques, le corbeau avec les 6 yeux, où on suppose que peut-être qu'on est en train de chercher une source de vie. Je vous rappelle que l'épisode en question s'appelle La Terre sous les ongles, et c'est quelque chose qu'on arrive... Et justement, ce sont les dernières paroles de la série, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à bien enlever, dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et peut-être que Jinx, c'est un peu la même chose, sachant que la série se termine avec, visuellement, cet aspect-là, ce petit insert, avec justement, on va dire, l'esthétique de Jinx lorsqu'elle perd un peu le contrôle. Donc est-ce que cela veut dire, sans véritablement de teasing, qu'on te rappelle le fait que Jinx peut être toujours en vie, même si bon, elle se fait exploser, mais vous connaissez un peu le cinéma aujourd'hui et les séries de manière générale, c'est que quand un personnage meurt, on peut quand même se poser à 50-50 si c'est véritablement la vérité. Pour le coup, c'est pas français, mais tu as compris, je pense, ce que je voulais dire. Donc, je pense qu'il laisse une porte ouverte. Je ne dis pas qu'elle est encore en vie, mais je pense que c'est aujourd'hui tellement l'image de marque d'Arcane, d'une certaine manière, même si évidemment ils n'ont pas besoin, Riot, League of Legends, etc. n'a pas besoin de Fortige, de Netflix pour se développer. C'est l'un des jeux les plus utilisés dans le monde. C'est l'un des jeux qui véhicule le plus de choses et qui, en plus de ça, fédère énormément de gens. Il y a des compétitions. Enfin, c'est un jeu. Je pense que c'est l'un des jeux les plus populaires au monde. C'est même pas je pense, c'est que c'est l'un des jeux les plus populaires au monde. Donc ils n'ont pas besoin de ça. Mais c'est vrai que Jinx a rapporté une touche populaire à des gens qui ne jouaient pas au jeu. Et les gens connaissent maintenant Jinx, connaissent un peu Vi, mais surtout le personnage qui ressort, en tout cas de manière populaire, c'est surtout Jinx. Donc se priver de ce personnage-là, on peut se poser la question de est-ce véritablement l'envie? Après, si on ne la revoit pas, ce n'est pas dérangeant. On verra de toute manière ce qu'il en est par rapport à l'avenir du studio, à l'avenir de la franchise, parce que ce n'est pas terminé. En tout cas, ça a été une très longue critique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la série dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Vous savez que c'est toujours un véritable plaisir. Et on se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures et notamment pour parler de Vaiana 2.